Alors bonsoir tout le monde, vous êtes nombreux, c'est super. J'espère que vous m'entendez bien. Alors on est vraiment ravis de vous recevoir ce soir pour la première visioconférence du cycle de formation Le Jardin de demain. Donc je vais peut-être dire quelques mots sur la SBL Adalia pour commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ASBL Adalia a été créée en 2001 et initialement s'est fait connaître avec la fourniture de kits d'élevage papillons et coccinelles pour les écoles. Puis au fur et à mesure des années, ben, il y a de plus en plus de compétences qui sont arrivées dans l'ASBL, dont l'accompagnement des gestionnaires d'espaces verts publics wallons vers des modes d'entretien plus respectueux de l'environnement suite à la législation zéro phyto. Et du coup, ben, on a plusieurs missions à la SBL, dont la promotion. Enfin, on vous aide à concevoir et à gérer de façon durable les espaces verts, donc aussi bien publics que privés, en y laissant plus de place à la nature. Et alors, on vous accompagne, on vous conseille et on vous sensibilise sur tout ce qui est alternative aux pesticides. Et du coup, ben, on a plusieurs grandes campagnes, dont les principales sont la campagne Wallonie en fleurs, qui accompagne les communes vers un fleurissement durable. Il y a aussi le label Jardiner sans pesticides, où on accompagne des jardineries qui veulent s'engager à conseiller leurs clients vers des alternatives aux pesticides. Et puis, on a aussi la campagne du printemps naturel qui se déroule du 20 mars au 20 juin. Donc, elle va bientôt démarrer et qui reprend un peu toutes des initiatives et des activités sur les thématiques de l'environnement en Wallonie. Et alors, on a aussi, on donne pas mal de conseils, des formations pour les professionnels aussi. Et alors, des formations pour les particuliers, dont le cycle Le Jardin de demain. euh, du coup, on a aussi des newsletters. Je vais peut-être vous mettre juste dans le chat. On propose des newsletters avec pas mal d'infos qu'on vous transmet sur plein de thématiques différentes. Je vous glisse le petit lien. Donc, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, n'hésitez pas. C'est gratuit et voilà, c'est des chouettes petites ressources d'information pour votre jardin. Du coup, voilà, j'en ai assez dit sur la SBL. Je vais vous présenter mon collègue Bernard Drosson qui va être notre formateur ce soir. Donc Bernard, il est conseiller technique pour les professionnels chez Adalia. Il est bio-ingénieur de formation en gestion de forêts et espaces naturels. Et alors, il est indépendant complémentaire en gestion écologique des espaces verts. Donc les fruitiers, ça lui parle bien. Il a plein de choses à nous transmettre, plein d'informations et j'espère que ça va vous enrichir. À tout à l'heure. Merci Julie. Euh, Bonjour à tous. Merci pour votre présence en nombre. Alors ici, un petit mot juste sur le fait que cette présentation est vraiment une introduction à la physiologie des fruitiers, donc physiologie, c'est-à-dire vraiment au fonctionnement biologique, et à la taille 12, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une approche très basique, très simple. Il y aura parfois des simplifications qui seront réalisées pour que ce soit accessible pour tous. Donc voilà. Alors, pour commencer, ici, les informations que je vais vous partager concernent les arbres fruitiers classiques, c'est-à-dire qu'on va se cantonner vraiment aux pommiers, pruniers, poiriers, cerisiers. Bon, alors, il faut savoir que ces quatre espèces ont déjà de nombreuses différences en termes de développement, mais il y a quand même pas mal de choses qui peuvent les rassembler. Donc la taille, sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avant tout un exercice d'observation du vivant. Donc c'est important de considérer les différents modes de développement, que ce soit entre les espèces, mais également entre les variétés. Et ça me permet déjà de faire un petit rappel ou bien d'informer. Donc, quand je parle d'espèces et de variétés, c'est par exemple quand vous avez un prunier reine Claude verte dans votre jardin. Le prunier, c'est bien l'espèce, et reine Claude verte, la variété.
Donc, pour une même espèce, il y a de nombreuses variétés qui existent. Alors, pour commencer, je vais vous mettre au travail. J'ai une petite question pour vous, pour sonder un petit peu la salle. Alors, je vais essayer de la lancer. Tac. Voilà, normalement, ça va s'afficher sur votre écran. Et alors, vous pouvez cocher les différentes espèces de fruitiers qui se trouvent dans votre jardin. Alors, ben, je ne sais pas si vous voyez les Possible, ouais. réponses, je ne pense pas. Non, je pense pas, mais c'est possible que vous n'ayez pas tous l'application Teams et du coup, vous avez peut-être pas eu le pop-up qui est arrivé avec le sondage. Donc, n'hésitez pas à répondre à la question dans le chat. Et alors, j'en profite pour répéter ce que j'ai mis dans le chat. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans les conversations. On y répondra en fin de présentation. Du coup, voilà, ici, c'était juste pour avoir une petite idée. Et alors, c'est assez intéressant, c'est assez équilibré. Donc voilà, pour vous dire, bah, c'est le pommier qui est en tête, hein, avec un bon quart des votes. Puis on a le cerisier, le prunier, un peu moins de poirier. Euh, mais c'est très bien parce que vous verrez un petit peu plus tard, on fera un petit focus sur le pommier. Mais voilà, c'est assez équilibré, c'est très bien. De la diversité, c'est magnifique. Alors, ici, pour le temps qu'on a devant nous, on va aborder différents points. OK? Et on va directement commencer par faire un bref historique sur la taille des fruitiers. Mais très probablement, les initiateurs, ou plutôt initiatrices de la taille étaient probablement l'âne et la chèvre. Il y a déjà de cela de nombreuses années, du côté de la Mésopotamie et de l'Égypte. Alors, il faut savoir que une des premières espèces taillées, donc vraiment taillées, domestiquées par l'être humain, était la vigne. Et il faut savoir que c'était toutes, je veux dire, les opérations étaient réalisées à la serpe. Donc la serpe sur le petit outil que vous voyez ici enfoncé sur une bûche. Et alors cet outil a été utilisé jusqu'au courant du 19e siècle. Donc c'est il y a pas si longtemps. Donc pendant des millénaires, on utilisait cet outil-là jusqu'à l'apparition du sécateur courant du 19e siècle. Et petite anecdote, le sécateur au début n'était pas du tout accepté par la majorité des jardiniers et de la haute société, parce qu'on lui reprochait justement d'écraser les tissus plutôt de couper de manière nette, comme la serpe le faisait très bien. Ah, Alors, ben, suite à ça, ben, excuse-moi. Je te coupe, mais apparemment, il y a pas mal de réactions dans le chat. Il y a plusieurs personnes qui ne voient pas, je ne comprends pas, ah, plusieurs personnes qui signalent qu'ils ne voient pas les slides, mais d'autres, on le voit, je ne sais pas. Euh, alors Comment est-ce possible? je vais arrêter le partage et recommencer. Hop, Ouais, peut-être tac, comme redémarrer. ça. Hop, désolé pour le petit problème technique. On va essayer comme ceci. Hop, et voilà. Bon, s'il y a d'autres problèmes, n'hésitez pas à le signaler. J'espère que vous le revoyez. Vous voyez maintenant avec la relance? Oh Toujours mince. pas. Ok, pas de Bah, du souci. coup, faut On va peut-être pas faire passer par le une live. autre manière. Hop, tac, Mm. Peut-être qu'il faut l'application pour voir le live parce qu'il y a des personnes qui voient et d'autres pas. Donc, je sais pas. tac. Les aléas du direct. Hop, alors on va faire comme ceci.
comme ça, non, pas comme ça. Hop, plutôt comme ceci. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Normalement, comme ça, devrait pas y avoir de problème. Par contre, je ne vois plus rien dans les commentaires, etc. Donc, Oui, t'en fais pas, je prends le Julie, relais pour ça. n'hésite pas Ok, à me dire s'il y a d'autres remarques. c'est bon, ça fonctionne Alors, maintenant. ben, du coup, suite à ça, ben, allez, il faut attendre jusqu'en 1640 pour avoir un premier ouvrage sur les formes palissées, comme on voit notamment ici les arbres qui parcourent la façade de cette belle bâtisse. Puis, il y a eu de nombreux ouvrages sur différentes méthodes de taille, avec parfois des règles qui sont des règles et des formes architecturales très précises du végétal, avec une emprise très forte et beaucoup d'interventions de la part de l'homme. Et en parallèle de ça, ben, du côté rural, ben, on était plutôt, et on est toujours actuellement, dans certaines régions, sur des arbres plutôt de plein vent, donc avec des arbres qui étaient plus hauts, un peu plus grands, et qui étaient taillés, eux, plutôt, ben, on va dire, de façon plus fonctionnelle, c'est-à-dire ben, pour être à l'abri des animaux, mais également taillés par les animaux quand il y avait du pâturage sous les arbres. Et alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que depuis les années 60 environ, ben, il y a de nombreuses recherches scientifiques qui sont notamment menées par l'INRA en France et le Centre de recherche agronomique du côté wallon, où on, on fait des études notamment vraiment sur une taille qui est basée plutôt sur la physiologie végétale et pas sur la recherche d'une forme géométrique structurée précise. Et ça a permis d'introduire la notion de conduite. Donc ici, vous voyez, dans le titre, on parlait plutôt d'histoire de la taille des fruitiers, mais vous verrez qu'ici, pour la suite de la présentation, je parlerai plutôt de conduite. C'est-à-dire que on va plutôt accompagner les fruitiers dans leur développement naturel, plutôt qu'essayer de les contraindre à avoir des formes précises et structurées. Alors, ben, petit rappel sur ce qu'est un arbre fruitier. Donc un arbre fruitier, il faut savoir que c'est un arbre composite. Donc composite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est composé de plusieurs individus différents. En général deux, mais parfois trois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'ici, par exemple, notre petit arbre, ben, vous voyez qu'il est séparé en deux au niveau des pointillés. Sur le bas, on a un premier individu qui va former le tronc et les racines, et puis un deuxième individu sur le dessus qui va constituer les branches. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ben, parce qu'on a spécialisé chaque individu dans une fonction. Celui du bas, ben, sans surprise, il va avoir un tronc plutôt solide, rigide, un système racinaire qui est bien adapté au sol local. Et alors celui du dessus, celui qui porte les branches, ben, lui, voilà, son système racinaire, ça ne nous intéresse pas trop. Celui du dessus, ce qu'on veut, c'est qu'il porte des beaux fruits. Alors, ici, comment est-ce qu'on fait hein, concrètement? Brièvement, comment est-ce que c'est possible d'arriver à des arbres fruitiers comme ça? Ben, en fait, on peut, par exemple, semer un pépin. Vous aurez un petit pommier. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller chercher un greffon, c'est-à-dire c'est un petit bout de branche d'une variété qui porte des bons fruits, bons à manger, que vous avez envie de reproduire pour mettre dans votre jardin. Donc, vous allez chercher un petit morceau, vous allez venir coller sur l'arbre que vous avez semé à la base. Et alors, vous allez vraiment accoler les deux parties d'écorce et de manière assez exceptionnelle, eh bien, les, les éléments de connectivité, par où passe la sève, vont se souder et permettre d'alimenter le petit morceau de bois qu'on est venu mettre. Et alors, ben, va avoir un nouvel individu composite où on a un arbre qu'on a semé en dessous et celui qu'on allait chercher, qu'on a collé au-dessus. Et encore une fois, bah, du coup, l'arbre du dessus va porter les fruits de la variété désirée, donc de l'arbre où on est allé chercher le petit morceau de bois. Et celui du bas, bah, il va avoir un système racinaire qui est intéressant.
Ici, vous pourrez me demander ben, pourquoi est-ce qu'on ne plante pas directement une graine de la variété désirée? Alors, je vous laisse 15 secondes pour élaborer une théorie, peut-être que certains savent déjà. Mais il faut savoir que la majorité des arbres fruitiers, pas tous, sont autostériles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'auto-féconder. Et donc, du coup, ben, si vous allez chercher une graine, par exemple, imaginons ici, vous allez au magasin, vous achetez une bonne pomme, par exemple, une De Costa, par exemple, vous dites, bah, magnifique, j'aimerais bien la mettre dans le jardin. Et si vous plantez un pépin, eh bien, il n'aura pas du tout, bah, déjà, il va falloir qu'il pousse, etc. Et puis, il va porter des pommes après quelques années. Eh bien, malheureusement, il n'aura pas du tout le goût de la De Costa. Pourquoi? Ben, parce que on connaît la mère, c'est-à-dire on connaît la fleur qui a formé la pomme par la suite, mais on ne sait pas d'où le pollen qui est venu féconder la fleur, on ne sait pas d'où il vient. Il vient d'office dans notre arbre. Et donc, du coup, bah, ça fait un espèce de mélange génétique. Et donc, du coup, le fruit est très différent de la variété. Alors ici, petite photo de trois hêtres du côté de Stavelot pour les Liégeois. Euh, Ici, ben, juste pour représenter qu'en fait, la greffe a probablement est probablement le fruit d'une observation du monde vivant. Ici, on voit que les trois êtres sont un petit peu liés comme ça par certaines parties de tronc. C'est ce qu'on appelle l'anastamose, et en fait, c'est une espèce de greffe naturelle qui se fait par accolement des tissus. Sur la droite, ben, ça, on le voit plutôt au niveau des racines, et donc on voit qu'en fait, ben, il y a voilà, de nombreuses relations, des nombreuses connexions comme ça entre les végétaux qui sont possibles. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser aussi, bah, pourquoi ne pas planter pas une espèce sauvage, quoi? C'est-à-dire qui aura ses propres racines et qui portera ses propres fruits. Comme par exemple le pommier sauvage. Mais c'est totalement possible. En plus, ça poussera très bien parce que, notamment ici, les trois que vous avez sous les yeux, bah, c'est des espèces qui sont indigènes de nos régions. Mais en général, vous aurez plutôt des petits fruits astringents, un petit peu plus âpres en général, et donc qui seront moins agréables à manger. Ils seront totalement comestibles, hein, mais plutôt transformés ou en liqueur, en confiture, etc. Et donc c'est pour ça que l'homme, au fil du temps, a sélectionné des espèces et puis les a reproduites par la méthode qu'on a montée juste avant. Alors, deuxième petite question, avant d'attaquer, de passer au vif du sujet. Euh, du coup, je ne vais pas la lancer parce que sinon ça risque d'encore tourner, mal tourner. Mais je vous invite à répondre dans le chat. Donc, quel âge ont vos arbres fruitiers? Est-ce que vous avez plutôt des arbres fruitiers très jeunes, moins de 5 ans, ou même plantés peut-être cette année, ou fin de l'année passée, ou bien plutôt entre 5 et 20 ans, ou vraiment plutôt des vieux arbres, plus de 20 ans? Réponse entre 5 et 20 ans, j'ai l'impression quand même. Oui, c'est beaucoup de entre 5 et 20 ans. La tendance, en tout cas, plus de 20 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on va voir. Après, ça dépend un petit peu des espèces. Notamment le pommier, il est un peu plus tolérant à ce qu'on intervienne sur la charpente et sur l'arbre un peu plus tardivement. Mais on va voir que plus on intervient tôt, de façon générale, et plus on va aller couper des petites branches et faire des petites plaies, des petites interventions vraiment dans la jeunesse de l'arbre. Et moins, du coup, on devra intervenir plus tard et alors faire des grosses plaies, couper des grosses branches, etc. Ce qui est assez néfaste pour la croissance de l'arbre. Donc c'est très bien, c'est parfait. Si vous êtes en dessous de 20 ans, bon, moins de 5 ans, on va dire que c'est vraiment l'idéal. Mais entre 5 et 20 ans, on peut encore intervenir sans trop de problèmes. Alors, ben, la taille des fruitiers,
je présume que vous en avez déjà parlé et que vous avez déjà lu de nombreuses informations qui allaient sûrement dans des sens à chaque fois différents. Ben pourquoi? Ben parce que en fait, on dit souvent qu'il y a autant de taille que de tailleurs. Et c'est totalement vrai. Parce que comme je vous le disais au début, la taille, c'est avant tout un exercice d'observation et c'est un exercice de, ben, je veux dire, comme on travaille sur du végétal, sur du vivant, ben, en fait, on se retrouve jamais face à deux situations les mêmes. Mais dans les faits, il y a quand même quelques grandes techniques qui ont été développées, notamment la taille en gobelet, comme vous voyez sur l'image du milieu, ou alors des formes palissées, comme en bas, ou multi-axes, c'est-à-dire comme un gobelet, on va dire, mais un petit peu plus vertical, ou alors la dernière, plutôt axe vertical, axe central, comme l'image sur la droite. Pour cette présentation, on va se focaliser sur la méthode de conduite en axe vertical ou axe central. Pourquoi? Ben parce que, comme je vous ai parlé un petit peu au début, c'est la technique actuellement qui est vraiment préconisée, notamment par les centres de recherche agronomique, que ce soit en France, mais également en Wallonie. Et ça pour trois raisons principales. Ben, c'est que cette méthode de taille, cette conduite plutôt, devrais-je dire, ben, est plus proche de la forme naturelle de l'arbre. Il y a moins d'intervention, ce qui permet une plus grande longévité aux arbres. Et pour couronner le tout, on obtient une mise à fruit assez rapide avec cette méthode. Bernard, il y a quelques personnes qui sont coincées à la question 2 dans les slides à nouveau. Raf. Euh, ben Moi, ça, je te vois, moi, je te vois bien. Enfin, je vois bien ta slide, là, en tout cas. j'ai coupé ma vidéo euh, pour que peut-être pour qu'il y ait une meilleure connexion. Peut-être que ça aidera Ah, mais certains. Voilà, essaie de j'ai mettre essayé de la slide revenir. juste avant. Pardon? La slide juste avant, peut-être entre... parce que plusieurs personnes n'ont pas vu Ah, voilà. ici. Ça fait, là, ça a l'air. Ça a l'air bon. Bon, Ah oui, c'est normalement bizarre ici, parce que moi, je suis en direct en tout cas et je vois tout ton changement de slide. Ok. Espérons que ça fonctionne. de toute façon, voilà, n'hésite pas à me dire s'il y a des personnes qui crient à l'aide dans le chat. Oui, ça va, désolée de te couper la parole. Mais de toute façon, voilà, soyez rassurés. En tout cas, vous aurez tout le contenu de la présentation avec l'enregistrement complet et fluide. Maintenant, voilà, j'espère quand même que le souci va être résolu. Ouais, désolé, hein, je suis mis sur câble Internet, mais apparemment, c'est pas le top. Désolé pour cette connexion qui n'est pas optimale. Euh, donc, pour cette méthode de conduite, ben, le principe général, c'est qu'il y a une tige centrale qui dirige l'ensemble de l'arbre. Ici, vous voyez, je l'ai entouré en rouge, donc ça va vraiment être une tige au centre de l'arbre. C'est pour ça qu'on parle d'axe central, d'axe vertical, parce que cette tige, ben, elle va être verticale, tout simplement. Et on va voir qu'elle va toujours être au sommet, la plus haute de l'arbre. Alors en fait, qu'est-ce qui est intéressant quand on réfléchit vraiment à la physiologie de l'arbre? Ben, c'est que le petit bourgeon qui est au sommet, eh ben, en fait, va sécréter notamment des hormones qui vont aller un petit peu calmer le reste de l'arbre et lui donner un petit peu un espèce d'équilibre physiologique. Et ben, ce qu'on n'obtient pas évidemment quand on coupe les extrémités, que ce soit de la tête ou mais également des branches. Alors, on va passer en revue quelques principes généraux qui concernent la majorité, enfin, tous les types de tailles, euh, enfin, je veux dire tous les types d'arbres dans la taille en axe central. Le premier, du coup, c'est de garder un axe central dominant. Il doit être le plus haut possible, enfin, le plus haut possible. Il doit être le plus haut parmi toutes les branches de l'arbre. Et alors, c'est très important de ne jamais le couper. Donc, c'est jamais le sécateur qui détermine la hauteur de votre arbre.
Si malheureusement votre voisin se plaint de l'ombre de votre cerisier ou de votre pommier ou tutti quanti, malheureusement, si vous coupez la tête de l'arbre, eh bien, vous risquez de déstabiliser totalement votre arbre et d'avoir plein de branches dans tous les sens et surtout bah, qui reprennent en fait sa hauteur quelques années par la suite. Alors, il y a le deuxième principe, c'est le principe de tout ou rien. Donc, pendant la formation de l'arbre, quand on va supprimer des branches, ben, en fait, on le fera toujours dans leur entièreté. Donc, soit on garde la branche, ou soit on la supprime complètement. C'est encore la même idée qu'on ne coupe jamais une branche au milieu. Non, soit on la reprend complètement jusqu'au tronc, ou soit on la laisse. Troisième principe, on va arracher tout ce qui est en dessous du point de greffe. Et ça, il va falloir le faire pendant toute la vie de l'arbre, mais principalement les premières années. Et alors ça, ben, il faut le faire en juillet, de préférence. Et donc tout ce qui est en dessous du point de greffe, ben, là j'ai remis la petite image de l'arbre qu'on voyait tout à l'heure. Donc le point de greffe, il y a souvent un petit bourrelet, hein, c'est souvent à l'endroit du début des premières branches. Et bien tout ce qui est en dessous, tout ce qui pousse sur le tronc, on va venir l'arracher. Donc là sur la photo, vous voyez qu'il y a un sécateur, même un débrancheur qui vient couper. Ben, l'idéal, et ça marche surtout si on le fait chaque année et que ce sont des petites branches, mais on va venir les arracher, comme ça en plus on arrache tous les petits bourgeons latents qui sont sur l'écorce autour de la branche. Et donc ça bien en juillet. Comme ça on coupe le chemin de sève et ça ne reperce pas. Bon, si vous oubliez de le faire, vous pouvez toujours le faire fin d'hiver, mais l'idéal c'est de le faire en juillet. Alors ensuite, bon, on va éviter les périodes de gros gel et plutôt humide. Donc, on va plutôt choisir des journées sèches où il n'y a pas trop de vent, où il ne gèle pas. Et alors, dernier élément, on va utiliser des outils qui sont bien affûtés et désinfecter régulièrement. Alors, pour les désinfecter, il y a deux manières. Vous pouvez soit prendre un petit vaporisateur ou bien prendre un bocal dans lequel vous laisserez tremper votre sécateur. Ça, c'est vraiment l'idéal. Pour qu'il soit vraiment bien désinfecté, il faut qu'il baigne environ 2 minutes dans de l'alcool à 70 degrés. Bon, ça, c'est vraiment pour l'optimal. Mais par rapport au vaporisateur, le fait de le tremper dans l'alcool, ben, ça va vraiment le désinfecter de manière beaucoup plus intense. Et alors, élément aussi très important, au niveau des périodes de taille, ben, on va plutôt choisir fin d'hiver, donc février-mars pour les pépins, c'est-à-dire pour les pommiers et poiriers. Et alors, pour les fruits à noyaux, c'est-à-dire prunes et cerises, là, on va plutôt tailler en cours de saison, c'est des tailles en verre, comme on appelle. Et alors là, c'est plutôt au mois de juillet. Et alors, hors période de sécheresse, vu qu'en période de sécheresse, l'arbre est déjà n'est pas en position très positive, donc on va pas en plus aller lui couper des branches, il sera pas très content. Alors, petit détail, pour les tailles en juillet, donc c'est bien en cours de saison, mais on est toujours en période de nidification. Donc c'est toujours important de bien regarder dans l'arbre que vous allez tailler s'il n'y a pas un petit nid qui se cache à gauche, à droite, évidemment pour ne pas perturber les oiseaux. Alors, ici, je vais reprendre un petit peu les année par année, les quelques gestes à poser. Ce ne sont que des guides pour vous accompagner. Ok, mais ce qui est important, c'est pas de se rester cantonné à ce que je vais vous expliquer, mais de bien le mettre en pratique. Ok, de reprendre les slides, de les regarder un petit peu, puis d'aller regarder les arbres dans votre jardin, puis de revenir voir un petit peu, etc. Et de vraiment prendre le temps de réfléchir et d'aller voir à quoi ça ressemble dans les faits sur un arbre ou sur plusieurs arbres vivants. Alors, je vais commencer en parlant plutôt des demi-tiges et des hautes tiges. Alors, demi-tiges et hautes tiges, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tronc, donc avant la, la greffe de votre variété, enfin parfois c'est pas le cas, mais de façon générale, enfin en tout cas c'est la hauteur du tronc, mesure soit 1,50 m environ pour la demi-tige, ou bien 2 mètres pour le haut-tige.
Alors, première période, la taille, on va dire, de formation. Ça, c'est vraiment au début de la vie de l'arbre, donc on va dire de 0 à 5 ans. La première année, quand vous allez chercher votre arbre, donc ici on va pas parler de la plantation, mais la plantation c'est bien fin novembre. C'est très important pour les fruitiers de ne pas planter trop tard. Donc fin novembre à la Sainte-Catherine environ, vous allez chercher votre arbre en pépinière, vous le plantez de façon correcte, tutti quanti. Et alors ensuite, vous revenez fin d'hiver, et là vous allez sélectionner un seul axe central qui est un droit, qui est bien dans l'axe du tronc, et avec une extrémité saine, c'est-à-dire que on voit que le bourgeon commence un petit peu à grossir, hein. Normalement, en février-mars, où la sève commence à déjà bien remonter, les bourgeons gonflent. Donc à ce moment-là, vous voyez si l'extrémité de votre tige est bien sève. Et vous allez enlever tout le reste, et comme j'ai dit tout à l'heure, tout ou rien, c'est-à-dire jusqu'au tronc. Ça peut paraître assez barbare. Je pense d'ailleurs qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est barbare, mais c'est pas grave dans le sens où c'est important de bien donner l'information à l'arbre que cette tige qu'on a sélectionnée sera la tige maîtresse qui va guider ensuite et un petit peu orchestrer le reste de la structure de l'arbre. Donc voilà, première année très très sévère. Ensuite, bah, dans les années 2 à 5, on est toujours dans la taille de formation. Là, ben, comme je vous dis, donc très important ces premières années, on va un petit peu construire la charpente de notre arbre. Et concrètement, ben, ça va correspondre à trois choses. La première, ça va être de supprimer des concurrences de l'axe central. Comme je vous ai dit, on est sur une méthode où il y a un chef d'orchestre, une tige principale dominante. Donc celles qui sont, vous voyez comme ici entourées, celles qui sont sur le dessus et dont la hauteur arrive quasiment à la même hauteur que notre axe central, pardon, eh bien, on va venir les supprimer complètement. Mm. Comme ça, on est Il y en sûr. a, il y a à nouveau la slide qui est figée sur année 1. OK. On va faire un aller-retour. Ah, voilà, maintenant c'est figé chez moi aussi cette fois-ci. Année 2, ouais. Merci. OK. J'espère que ça ne concerne pas trop de personnes. Euh, je réfléchis si je peux mettre autre chose en place pour que ça aille mieux. Euh, mais je ne pense pas. Ou alors j'essaie de Donc, partager pour toi et tu... Voilà, si jamais, je peux aussi partager et passer les slides pour toi, à la rigueur. ouais. Tu as beaucoup de commentaires? Euh, En tout cas, moi, c'était figé chez moi aussi cette fois-ci. Donc, je confirme il y a peut-être un petit bug chez quelques personnes. Euh, voilà. Bon, raison de plus pour dire que c'est bien une activité d'extérieur et d'observation, mais on va quand même essayer de terminer et que vous voyez les dernières slides. Euh, alors, donc ensuite, donc comme je vous ai dit, trois choses très importantes à prendre en compte pour les années 2 à 5. Donc d'abord, faire attention à bien supprimer les concurrences de l'axe central. Deuxième chose, on va faire attention aux branches qui ont un angle fermé. Un angle fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une branche qui est très verticale. Savoir que plus une branche va être verticale, plus elle va être vigoureuse. Elle va pousser de manière très importante et elle risque de venir concurrencer notre axe. Donc, quand vous avez des branches comme ça très très droites, eh bien on va les supprimer. En plus, le risque avec ces branches-là, c'est que en fait, vu que, comment dire, les, les conduits sont vraiment à un angle très proche de la verticale, mais quand la branche va porter des fruits, eh bien, elle risque plus facilement de casser et de venir faire une grosse blessure sur votre tronc. Donc, c'est pour ça qu'on va préférer des branches qui sont directement un petit peu plus vers l'horizontale, parce que comme ça, elles vont avoir mécaniquement une structure plus résistante. Élément suivant, on va supprimer les branches qui ont un diamètre à la base qui fait plus d'un tiers du diamètre du tronc.
Alors, c'est un ordre de grandeur. Ici encore, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous sentez qu'il y a une branche qui a un gros diamètre par rapport au tronc, et qui, encore une fois, risque de prendre le dessus et d'aller chercher la vigueur et essayer d'aller voler la place de notre chef d'orchestre qui est tout au-dessus, bah encore une fois, voilà, faut pas prendre de risque, il vaut mieux la couper. Alors, je vous dis pas de tout supprimer, hein, ok? Ici, l'idée, c'est principalement, et c'est mon prochain point, c'est de sélectionner les branches secondaires qui seront réparties régulièrement sur le tronc. Ok? Donc, mon message est positif. On est plutôt sur une sélection. D'ailleurs, je devrais peut-être mettre ce point avant les deux autres. Donc, on va plutôt enlever ce qui dérange, mais le but, c'est qu'il nous reste des branches. Ok? Il ne faut pas qu'il lui reste une ou deux branches. Ça va, il faut quand même garder des branches qui sont réparties régulièrement, quitte à aller vraiment progressivement d'année en année et de couper petit à petit. Alors, au-delà de ces 5 premières années, eh bien là, on va aller dans ce qui est plutôt une taille d'entretien. C'est-à-dire qu'on passera plutôt tous les 3, 4, 5 ans. Et alors, ben là, qu'est-ce qui est important? Ben d'abord de respecter les principes généraux. Donc ça, c'était les 5 principes que je vous avais dit. Donc bien garder l'axe central, couper avec des bons outils, désinfecter, patati patata. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre pendant la taille d'entretien? Ben, on va y aller mollo. C'est-à-dire qu'on va pas enlever plus de un quart du volume du houppier. Le houppier, c'est quoi? Donc c'est toute la ramure, c'est toute la partie aérienne. Donc on va vraiment enlever grand, grand, grand maximum un quart. Donc, comment faire? Ben, on va commencer par supprimer le bois mort et les branches cassées. Ok? Donc si vous voyez des branches cassées dans l'arbre, si vous voyez des branches mortes, etc., on va commencer par les supprimer. Ensuite, même avant de passer au point 2, on regarde ce qu'il y a par terre. Si en faisant ça, vous avez dû couper une grosse branche qui représente quasiment un quart de votre arbre, et ben à ce moment-là, c'est fini. On s'arrête, hop, et on revient minimum l'année prochaine. Si vous n'avez pas enlevé grand-chose, bah, du coup, là, vous allez aérer la couronne. La couronne de l'arbre, encore une fois, la couronne, c'est un petit peu la même chose que le houppier, c'est-à-dire que ce sont toutes les branches. Mais là, on va enlever, par exemple, les branches qui se croisent, les branches qui sont trop proches, qui sont appuyées l'une sur l'autre, par exemple, ou celles qui repartent vers le centre de l'arbre, qui n'ont pas compris que la lumière était dans l'autre sens. Voilà, tout ce genre d'énergie humaine, bah, eux, on va les supprimer, mais encore une fois, petit à petit, avec parcimonie, euh, pour, euh, pour ne pas dépasser cette histoire d'un quart du volume du houppier. Et alors, dernier élément, ça sera vraiment plutôt pour les fruitiers vraiment les plus âgés, qui seront déjà bien en fructification. Ben là, il y a ce qu'on appelle un renouvellement des zones de fructification, c'est-à-dire ben, là, on coupera pas des branches dans leur entièreté, on coupera plutôt des extrémités de branches, et c'est vraiment les petites branches, les parties basses qui sont mal éclairées, qui commencent à mourir, en fait. En fait, on va juste accompagner l'arbre pour qu'il renouvelle plus rapidement des zones où il porte des fruits. Bon, ici, c'est des parties un peu plus techniques. On en discutera sur le terrain lors des visites de terrain. Je vais pas prendre le temps aujourd'hui parce que bon, tout simplement, on n'a pas le temps d'aller plus loin sur ces explications-là. OK, donc ici, on respecte les principes généraux, on n'y va pas trop vite et on commence et on fait dans l'ordre. Et alors, petit point d'attention, comme on est sur des demi ou des hautes tiges, bah, déjà, même quand l'arbre est jeune, il faut travailler avec une échelle. Mais là, particulièrement, il faut commencer à grimper dans l'arbre, etc. Donc, faites bien attention à travailler en sécurité. C'est-à-dire que bon, idéalement, dès qu'on est sur une échelle, mais surtout quand on grimpe dans un arbre, toujours au moins être à deux pour qu'il y ait une personne qui soit au sol et qui puisse venir en aide ou surtout entre nous appeler le 112. Mais donc, toujours important de faire attention quand on grimpe et quand on coupe de grosses branches. Alors, justement, quand on coupe de grosses branches, idéalement, si voilà, si vous plantez un arbre l'année prochaine et que vous suivez les principes, etc., normalement, vous n'aurez pas à couper de grosses branches. Mais dans les faits, on se retrouve voilà, on arrive dans une maison, il y a un fruitier qui est là, il n'a pas été entretenu depuis des années, il faut couper une branche, elle est grosse, voilà. OK? Si c'est le cas, il faut veiller à couper correctement. Alors, comment est-ce qu'on coupe correctement?
D'abord, on va observer la branche. Quand on observe la branche, vous verrez qu'au-dessus, il y a une espèce de une petite boursouflure, ce qu'on appelle la ride. Et alors, sur le dessous, il y a aussi, mais ça, c'est plus compliqué à voir, il y a le col de la branche. Mais nous, on va plutôt vraiment regarder le dessus, la ride de l'écorce. Il va pas falloir couper cette ride. C'est très Relancer important la parce que c'est slide, vraiment... Bernard, juste relancer la slide là. Ça fonctionne? Voilà. Ouais, là, c'est bon, c'est remis à jour. Ok. Donc ici, donc sur le schéma, vous voyez qu'il y a la ride sur le dessus de la branche, donc il y a une petite boursouflure, et il va vraiment pas falloir couper cette ride, parce que à cet endroit-là, il y a de nombreux, c'est là que va se former le bourrelet qui va venir recouvrir la plaie une fois qu'on aura coupé la branche. Donc on va juste couper au-dessus de la ride et on va couper de manière perpendiculaire à la branche. Pourquoi? Pour minimiser la surface qui sera à recouvrir par là. Et alors, quand on a une grosse branche, on ne coupe pas directement là où je viens de vous montrer, on va le faire en plusieurs fois. Pour deux raisons. Bah, d'abord, parce que souvent les grosses branches, bah, ça peut vite représenter un point important, donc c'est dangereux de couper une grosse branche d'un coup. Et surtout, on risque d'arracher la partie basse de l'arbre si on coupe en une fois. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va s'écarter de 15-20 cm de la zone où on aimerait bien couper euh, en fin de compte. On va faire une petite incision dans le bas de la branche, puis on va couper par le dessus, plus ou moins à 5 cm au-dessus. Comme ça, on va déjà faire tomber toute la grosse partie de la branche et on va faire enlever une grande partie du poids de la branche. Une fois que c'est fait, alors on peut venir couper correctement au ras de notre riz. Pour ce faire, il faut utiliser des bons outils. Comme je le disais tout à l'heure, c'est important de bien vous équiper. Ne lésinez pas sur la qualité de votre sécateur ou de votre ébrancheur, même de votre scie. C'est très important d'avoir des outils de qualité qui vont couper correctement. Pourquoi? Ben, pour deux raisons principales. La première, c'est que un outil de qualité va avoir une lame de qualité et donc du coup, vous allez faire des coupes bien nettes qui vont être bien recouvertes, si vous voulez, cicatrisées par l'arbre. Et la deuxième raison, c'est que parfois, si vous êtes sur votre échelle ou dans votre arbre, ben, il vous faut un outil qui coupe net et qui coupe rapidement pour ne pas que vous vous retrouviez avec votre sécateur calé dans une branche et patati et patata dans une situation inconfortable. Et alors, ben voilà, il faut même si c'est tentant de parfois couper une branche qui est un peu trop grosse avec son sécateur, il faut réfréner ses ardeurs et voilà, vraiment choisir le bon outil à la bonne branche. Couper vraiment juste les petites branches avec le sécateur. Pourquoi? Bah, parce que quand vous allez forcer, et je le dis parce que je l'ai déjà fait également, ben, le sécateur on va serrer, puis on va tourner un petit peu vers le haut, vers le bas, et en fait on va vraiment comprimer les tissus, ce qui est vraiment pas bon pour là. Alors, maintenant on va se focaliser sur notre cher pommier. Alors pourquoi? Ben, c'est parfait, le sondage était en ma faveur, ça tombe bien. Donc, la majorité d'entre vous ont parlé de pommier. Et donc, on va parler ici du pommier bastige. Bastige, ça veut dire qu'il a un petit tronc, de 60 centimètres environ. Et donc, c'est un arbre qui est bien adapté au petit jardin. C'est pour ça qu'on va en parler ici. Alors, qu'on s'entende, si vous avez de l'espace, je vous invite à plutôt vous orienter vers des arbres haute tige qui auront une longévité bien plus importante et qui pourront accueillir aussi une biodiversité plus intéressante. Mais pour ceux qui ont des petits jardins, Pardon, pardon. Je suis désolée, mais il y a encore, enfin chez moi ça fonctionne cette fois, mais apparemment il y a encore des bugs. Je te propose peut-être Bernard de partager ta présentation depuis mon PC. Je suis désolée alors, parce que et du coup, tu peux y ouais, je vais accéder prendre le via lead. le dossier. Je, je suis dessus, ouais. Quitte peut-être ton PowerPoint.
pour éviter qu'on Alors, soit je vais dedans. faire ça tout de suite. Ah, c'est ici. Hop, voilà. Chaque fois qu'on a un bug pareil, je comprends pas. Alors, je vous partage la présentation ici. Est-ce que tout le monde voit bien? Enfin, je vois plus le chat du coup. Bernard, Oui, c'est je vais bon? regarder. Hop. Voilà, je vois un pouce, je vois un OK. Ah, je vois du positif. Magnifique. Parfait. Merci. Donc, ici, comme je vous ai dit, on va se focaliser sur le pommier Bastige. Ok, pourquoi? Parce que peut-être certains d'entre vous ont des petits jardins. Petit jardin ne veut pas dire jardin sans fruitier. Ok, donc ici, il y a deux porte-greffes principaux. Donc, les porte-greffes, c'est la partie qui va porter le tronc et les racines. Et donc, il y en a deux principaux, ça je vous le dis au cas où vous devez choisir des arbres. Donc il y a vraiment le M9, c'est vraiment les tout petits arbres, ou alors le MM106 qui font des pommiers un peu plus grands. Mais les deux sont assez accessibles du sol ou avec une petite échelle. Et donc du coup, on va voir une mode de conduite, pardon, un mode de conduite qui peut être utilisé pour cette forme d'arbre. Tu peux passer. Alors, donc du coup, comme je vous dis, l'accès facile. Ouais, tu vas voir, il y a ça pour plusieurs slides encore après. Euh, donc c'est accès facile. Pourquoi? Parce qu'on travaille à partir du sol. Ben, ça va nous permettre une alternative au sécateur. Ok. Et c'est quoi cette alternative? C'est l'arcure artificielle. Alors l'arcure artificielle, c'est quoi? Ben, rien de mieux qu'une petite image. Vous voyez sur la droite, il y a un petit fil qui est accroché à la branche et qui va venir plier la branche du pommier en dessous de l'horizontale. Ok. Et donc, on peut le faire au moyen de ficelles qui sont soit liées au tuteur de l'arbre, ou bien à l'arbre lui-même, ou bien à des poids qui sont au sol, etc. Ok, donc on va voir que cette branche qui, par exemple, était peut-être trop verticale, eh bien, au lieu de la couper, eh bien, une manière de la calmer, ok, de la gérer, ça va être de la coucher à l'horizontale. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire en faisant ça? Ben, notre petit bourgeon à l'extrémité, ok, comme il va être vraiment mis vers le bas, ben, l'afflux de sève va être moins important et donc du coup il va être un peu calmé dans ses ardeurs et c'est plutôt les petites branches latérales qui vont se dire ok, c'est bon, le chef est parti, on va pouvoir faire du fruit. Hein, ici vous voyez qu'il y a des petits bourgeons floraux qui se sont développés justement à l'endroit vraiment de la courbure de la branche. Passer. Alors, donc, première étape, donc plantation en novembre, hein, dans les règles de l'art. Ensuite, en février, on va supprimer toutes les branches. OK? Donc, c'est-à-dire, pour le M9, c'est jusqu'à 1 mètre. Le MM106, qui est un petit peu plus vigoureux, un petit peu plus grand en théorie, mais lui, du coup, on ira même jusqu'à 1,20 m. Jusque-là, c'est assez similaire à ce qu'on a vu au début. OK? Donc, première année, après la plantation, on revient sur un sillon principal. Tu peux passer. Et alors, ensuite, au printemps, quand on va avoir les premières petites pousses qui vont pousser, ben, sur le tronc, là, on va venir arracher toutes les pousses. Donc, comme je vous disais, plutôt arracher plutôt que couper. C'est toutes petites pousses, donc ça se fait assez facilement. Et ça va permettre d'enlever tous les petits bourgeons latents qui sont à la base de nos branches. Ensuite, pour les années, les 3 premières années, ben, du coup, là, vous allez voir, on va pas trop intervenir en février-mars, comme je vous disais, pour les fruits à pépins, ok, au moment de la taille. Ici, du coup, on va plutôt travailler en juillet, donc sur arracher les pousses qu'il y a sur le tronc. Et puis alors, en septembre, on aura cette action de plier les concurrences de l'axe. Donc, c'est-à-dire que les deux branches sur lesquelles vous voyez qu'il y a une petite flèche qui est dessinée, qui sont, ben, ici, je veux dire, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pourriez vous dire, bah, du coup, ces deux-là, elles montent, elles sont quasiment à la même hauteur que l'axe, on va venir les couper.
Ben, à la place de ça, vu qu'on est près du sol, qu'on peut aller accrocher les ficelles, etc., ben, une autre manière de faire, qui est encore, qui va être encore moins brusque pour l'arbre, ben, ça va être de plier les branches vraiment en dessous de l'horizontale. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va donner? Bah, du coup, ça va donner, 1 an plus tard, la forme que vous voyez sur la droite. Et alors, on le fait bah, une fois que les branches font plus de 60 centimètres, c'est-à-dire qu'elles sont déjà bien développées. Parce que, comme je vous ai dit, une fois qu'on va les coucher, bah, elles vont plus trop pousser en longueur. Ok, donc il faut qu'elles soient déjà développées un petit peu. Et alors, bah, on peut voir qu'avec cette technique, eh ben, en fait, vous allez avoir une fructification dès la deuxième année, si tout se passe bien. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez déjà pouvoir garder les fruits. Ok, souvent, parfois on dit, oui, il faut supprimer les fruits des premières années, etc. Mais justement ici, on va garder des fruits, mais pas trop, ok? Et on va surtout garder les fruits terminaux, c'est-à-dire les fruits qui sont en bout de tige, en bout de branche. Pourquoi? Ben parce que ces fruits, ils vont être très intéressants pour faire ployer les branches, et donc pour les faire descendre sur l'horizontale, et donc nous donner du fruit. Ok, ça c'est pareil pour les demi-tiges et les hautes tiges. Ok, il faut pas aller enlever les fruits qui sont aux extrémités. Justement, c'est très bien. C'est ça qui va permettre aux branches de passer d'un développement plutôt végétatif, donc c'est-à-dire qui va faire du bois, faire des feuilles, etc., à plutôt une production de fruits. Et alors, à partir de l'année 2, donc on va de manière générale plutôt garder maximum un fruit par inflorescence. Alors ensuite, pour les années 3 à 5, ben là, vous allez voir que progressivement, le fruit va coloniser le sommet de l'arbre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des fruits sur le sommet de l'arbre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, avec le poids des fruits, comme vous voyez sur la photo, ben, la tête va ployer, va tomber à l'horizontale, et donc du coup, en fait, l'arbre va se calmer de lui-même. Il va y avoir un arrêt de la croissance en hauteur, encore une fois, pas par le sécateur. Et alors là, ben, on aura atteint notre équilibre physiologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre physiologique? Ça veut dire qu'il y aura un bon équilibre entre, d'une part, la production de toutes les petites branches latérales qui vont pousser progressivement de façon très douce, et la production de fruits en parallèle. On aura vraiment un équilibre entre les deux. Donc, du coup, vous aurez compris, à partir de l'année 3 à 5, c'est parti. Votre arbre, il est en production. C'est magnifique, c'est très bien. Par contre, donc c'est assez rapide, hein, 3 à 5 ans, je veux dire, c'est très intéressant, ça peut aller très vite. Mais il y a encore quelques interventions à réaliser. Alors là, ça va se réaliser plutôt en mars, donc plutôt fin d'hiver, au moment où on va vraiment en plus pouvoir bien repérer les bourgeons. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, on va essayer d'équilibrer la production de fruits et de ce fait améliorer la qualité. Ok, pourquoi? Parce que si l'arbre fruitier, ben, si notre pommier, ici, dans ce cas-ci, va vraiment faire plein de pommes, bah, du coup, vous aurez plein de pommes, mais plutôt des petites pommes avec une qualité un peu moindre, alors que si vous limitez le nombre de fruits, eh bien, vous aurez des fruits de qualité plus intéressante et de taille plus intéressante. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Bah, si vous regardez d'abord la photo sur votre gauche, eh bien, on va venir un petit peu supprimer des bourgeons à fleurs. Donc, vous voyez, hein, c'est les bourgeons qui sont plutôt un peu plus gros, un peu plus arrondis. Et on va enlever lesquels? On va enlever plutôt ceux qui sont sous les branches, mais également ceux qui sont vraiment proches du tronc, dans la cheminée, ce que je vous expliquerai juste après. Et alors là, bah, comment faire? Bah, on va pas s'embêter avec un sécateur. Vous pouvez mettre un bon gant, par exemple un gant en cuir, et vous allez juste passer votre main comme ça et frotter un petit peu pour enlever les bourgeons. Et alors ça, bah, ici, on est vraiment dans un exercice on va même dire de sensibilité presque, dans le sens où, euh, voilà, faut essayer, quoi. Faut essayer d'une année à l'autre. Faut essayer d'enlever une partie des, de vos bourgeons floraux, voir quelle quantité d'arbres l'arbre produit effectivement l'année suivante. Voilà, c'est un petit peu des essais-erreurs aussi, hein. On n'est pas des professionnels. Je veux dire, ici, le but, c'est d'essayer, voilà, d'avoir des beaux fruits, les plus beaux fruits qu'on peut, mais c'est aussi l'essai-erreur et l'observation qui guident nos actes. Et alors, la deuxième chose qu'on va faire,
Donc c'est progressivement, d'année en année, on va créer cette cheminée. Donc ça, la cheminée, ben, en fait, c'est un peu un puits de lumière qui va permettre vraiment un bon ensoleillement, une bonne aération des fruits. Et donc du coup, ben, en fait, on va éliminer progressivement, partant du centre, toutes les petites brindilles et les petits bourgeons floraux, etc., qui sont vraiment dans le centre de l'arbre. Alors, une autre intervention qu'il va falloir réaliser sur notre pommier, ça va être de contrôler les gourmands. Alors, c'est quoi un gourmand? Ben, un gourmand, on l'appelle gourmand parce que il pousse très vite, ok. Comme si il mangeait beaucoup, ok. Euh, et donc, ils ont souvent les pousses très verticales, comme en rouge sur la photo. Alors, ces gourmands, ils peuvent arriver voilà, de façon assez naturelle. euh, ils sont souvent en fait en lien avec un petit déséquilibre de votre arbre. Ça peut être parce que ça peut être beaucoup de raisons. Ça peut être une sécheresse, un stress parce qu'il y a eu un peu des campagnols dans le sol qui sont venus manger un peu les racines et donc l'arbre est un peu stressé, donc il fait une réaction. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent le faire ou une taille un peu trop forte. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand vous observez les gourmands? Ben, la première option, c'est que s'ils sont à un endroit où vous n'avez pas trop de branches, magnifique, hop, en septembre, vous allez venir plier votre gourmand dans la direction qui vous intéresse, en dessous de l'horizontale, et magnifique, vous aurez, l'année suivante, vous aurez déjà des fruits, une nouvelle branche fruitière. Par contre, s'il est vraiment trop vigoureux, ou bien qu'il est dans un endroit où il y a déjà trop de branches, ben alors, vous allez le supprimer à la base, et ça, on va pas le faire fin d'hiver, on va le faire en juillet. Et on va le faire en juillet, rappelez-vous, comme les, euh, comme les branches qui poussent sur le tronc ou les rejets qui poussent en dessous du point de greffe. Pourquoi? Parce que quand on taille en vert, en juillet, pendant la saison de végétation, ben, l'arbre va directement refermer les tissus et il n'y aura pas de repercement à cet endroit-là. Et alors, ben, pour terminer, donc de manière générale sur tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, voilà, c'est important d'ajuster les interventions en fonction de la vigueur du végétal. Alors la vigueur, ben, on peut l'observer, mais elle dépend de l'espèce, de la variété. Enfin, il y a certaines variétés, comme la reine des rainettes, par exemple, ou la rainette étoilée, qui sont voilà, très verticales, très vigoureux, mais vous en aurez d'autres qui ont plutôt un port retombant naturellement, donc où il faudra moins intervenir, mais aussi en fonction de l'âge, de la météo de l'année passée, etc. Et alors, très important aussi, ajuster les interventions en fonction de la réaction du végétal aux précédentes interventions. Donc, le plus important, c'est que l'observation est de mise. Ok, donc prenez bien le temps, quand vous arrivez devant un arbre, de faire le tour, de le regarder d'un côté, de l'autre, de regarder un petit peu les bourgeons, etc., d'essayer de retrouver là où vous avez coupé l'année passée, de retrouver les plaies, de voir à cet endroit-là, est-ce qu'il y a un gourmand qui est arrivé, est-ce qu'il y a tché, qu'est-ce qu'il y a tché. Voilà, prenez bien le temps d'observer, c'est aussi avant tout un plaisir et un passe-temps. Donc voilà, bien prendre le temps de regarder tout ça. Alors ici, c'est quelques petites photos pour illustrer, ok, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir à la visite de terrain. Bon, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui se pratique, mais voilà, au moins comme ça, on aura passé quelques cordes. Ici, ben, vous repérez peut-être le développement en verticille, comme ça, du cerisier. Bah, ici, je vous laisse 5 secondes pour trouver le problème qu'a cet arbre. Et ici, le principal problème, c'est qu'en fait, on a deux arbres. Pourquoi? Ben, parce qu'on voit que plus ou moins allez, à 2 mètres de haut, ben, vous voyez qu'il y a une fourche, que le tronc se sépare en deux, voilà, tout à fait comme vous le dites dans le chat. Et alors là, le risque, c'est quoi? Ben, c'est qu'une fois qu'il va y avoir des fruits, ou bien qu'il y aura une tempête ou des vents un peu trop forts, un peu mal orientés, ben, la branche de droite, mais ça pourrait être celle de gauche aussi, ben, par cette faiblesse mécanique à la fourche, ben, risque de tomber et donc du coup de créer une grosse plaie et alors là, ben, une entrée probable de champignons et donc un dépérissement progressif de l'arbre.
Et donc là, on voit très bien. Et là, c'est un bon exemple pour dire que cette petite branche, quand elle était toute petite, en tout cas à partir du moment où on s'est rendu compte qu'elle allait être concurrente de notre axe central, eh ben, il faut la couper. Ok, il faut pas attendre ce moment-ci parce qu'ici, en plus, le cerisier, ça apprécie pas les tailles fortes. Ici, c'est chez un client, justement, on est sur un diamètre qui fait plus de 10 centimètres. Donc ici, bah, moi, je lui ai dit, je ne vais pas la couper, on va le laisser pousser parce que ben, il vaut mieux voilà, avoir des cerises tant qu'il porte des cerises. La branche tombera un jour, il continuera à avoir des cerises, mais voilà, c'est mieux de faire ça parce qu'en coupant, je sais qu'il y a un gros risque que la plaine se referme pas bien et que ben, j'avance en fait au final la pourriture avant que la branche ne tombe. Alors sur celui-ci, là on revient sur un pommier. Euh, ben là on voit que, ben, que c'est le foutoir. Il y a plein de branches. C'est hyper dense. Alors votre arbre, il va porter des fruits, ok. Pourquoi? Bah, parce que lui, son but quand même dans la vie, au-delà de la survie, bah, c'est de se reproduire, ok. Donc lui, il n'y a pas de souci, il va faire des fruits, mais vous risquez d'avoir des fruits qui sont pas très grands, et aussi vu que vous n'avez pas beaucoup d'aération, peut-être pas beaucoup de luminosité dans toutes les parties de l'arbre, peut-être plus de maladies sur vos fruits, plus de champignons, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Première étape, c'est de retrouver un axe. OK? Et donc là, quand on regarde, tu peux passer la slide juste après. Voilà, quand on regarde ici l'extrémité, enfin le dessus de notre trombe, on voit qu'il y a principalement voilà, trois grands axes. Donc on va venir petit à petit, parce que vous verrez que si euh, j'ai pas pris de photo, mais là justement, comme c'est un pommier, on peut un peu plus intervenir dessus. Mais là, j'ai repris un des trois axes, mais ça représentait déjà quasiment un quart du houppier, donc du coup, j'ai rien fait d'autre. Et ici, je vais revenir cette année pour faire progressivement et reprendre sûrement le deuxième axe. OK? Alors, quand vous avez un arbre comme ça, il faut toujours commencer par supprimer la branche qui est la plus problématique. Pourquoi? Parce que si vous dites, OK, je commence par enlever celui-là, il est pas trop problématique, l'autre, elle est vraiment grosse, en fait, c'est pas futé parce que l'année prochaine, elle sera encore plus problématique. Donc autant, dès que vous le voyez, ok, sauf bon, dans le cas du cerisier où lui, il se taille pas trop quand c'est trop gros, mais ici, dans le cas du pommier, on commence par le plus problématique. Alors ensuite, ici, c'est un autre cerisier. Celui-ci, je trouve que même si voilà, il n'est pas très vigoureux, voilà, il fait pas des pousses très longues, mais je trouve que ça illustre bien l'axe central. On voit vraiment bien l'axe central qui dirige avec les petites branches sur le côté. Alors, il est 21h04, c'est magnifique. Je vais encore prendre votre attention une dizaine de minutes pour aborder un point qui est plutôt sur la santé de l'arbre. Donc ici, voilà, on a abordé un petit peu tout ce qui était taille, etc. Mais c'est important euh, pour avoir de quoi guider notre arbre, que l'arbre soit bien vigoureux et qu'il pousse de manière optimale. Alors, il y a de très nombreux ravageurs qui existent, ravageurs, mais aussi maladies. Enfin, il y a des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire de tout petits individus, que ce soit des virus, des champignons, mais il y a aussi des rongeurs qui se baladent parfois. Il y a parfois des chenilles que des papillons viennent déposer à travers leurs œufs. Donc voilà, donc il y a une quantité de ravageurs et de maladies énorme. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est si on ne sait pas identifier le ravageur, on ne lutte pas. Ok, ça ne sert à rien de pulvériser un arbre ou de venir mettre des produits ou de s'échiner à lutter contre un ravageur si on ne sait même pas ce que c'est. Et c'est très compliqué, même pour les personnes qui travaillent là-dessus au quotidien, c'est pas facile parce qu'il y a une diversité de ravageurs, il y a des nouveaux ravageurs qui arrivent de d'autres continents, etc. parfois. Voilà. Si on ne sait pas identifier, si on ne sait pas ce que c'est, on ne lutte pas.
Alors, du coup, si on ne peut pas lutter, ok, surtout que, euh, bah, en fait, le plus important, c'est d'agir en prévention, ok? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour prévenir et que votre arbre soit en bonne santé? La première chose, bon, ici, vous avez probablement déjà planté des arbres, mais si vous replantez des arbres, la première chose, c'est d'aller choisir des variétés fruitières qui sont tolérantes aux maladies. Donc, tolérante, c'est pas résistante. Tolérante, ça veut dire qu'elles vont peut-être montrer quelques signes de maladie, mais elles vont vivre avec sans problème. Et pour ça, magnifique, il y a Certifruit qui a été créé par notamment leur centre de recherche agronomique Wallon. Et donc, du coup, ils ont fait une sélection d'espèces qui sont tolérantes et qui vivent bien dans nos climats. En plus, ils vous fournissent une étiquette bien précise avec le porte-greffe identifié, ce qui est très difficile à avoir comme information dans les pépinières en général. Donc, première étape, variété fruitière tolérante. Deuxième étape, euh, réaliser une faible densité de plantation. Alors, quand je dis faible densité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser ce qu'on vous conseille. Ok, bon, la densité, ça dépend de l'espèce, du porte-greffe, de la variété. Ici, vous voyez qu'il y a un petit tableau, ça c'est pour le pommier. Donc, on voit un M9, comme je vous disais, ça c'est le plus petit. Puis un M26, mais M26, on ne voit pas trop dans le commerce. Mais par contre, vous avez MM106 et M111. Et donc là, on voit que euh, donc en dessous, hein, vous voyez, c'est la distance qu'il faut mettre entre les arbres. Ben, on passe de 2 à 4 mètres jusqu'à 4 à 6 mètres, jusqu'à pour les hautes tiges qui sont supporteraient vigoureux, jusqu'à 12 à 15 mètres. Donc tolérante, faible densité. Et puis ensuite, bien entendu, euh, Julie ne dira pas le contraire, la qualité du sol, qu'elle soit chimique et physique. Donc, quand on dit chimique, bah, c'est-à-dire on parle un peu de la richesse du sol. Ok, et physique, bah, c'est plutôt la texture, la structure du sol. Et alors là, quelques remarques globales. Bah, d'abord, éviter les sols qui sont gorgés d'eau ou très humides. Bah, pourquoi? Bah, parce que les champignons, ils adorent l'humidité. Et les racines, en général, de la majorité des arbres et des fruitiers en particulier, bah, elles n'aiment pas trop avoir les pieds dans l'eau toute l'année ou même une partie de l'année. Alors, ce que je vous conseille, bah, c'est de faire une analyse de sol. Euh, alors, au niveau des métaux lourds, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau de la transmission dans les fruits, c'est assez léger comparé au potager et à certains légumes. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir une analyse de sol, notamment pour savoir s'il y a quelques corrections qui peuvent être apportées. Euh, voilà. Alors, ensuite, il y a le triptyque gagnant binage, compost, paillage. Donc ça se réalise fin de printemps. Idéalement, on va faire ça tous les 3 4 ans. Bah, c'est sous la surface du houppier, on va biner pour casser en fait les mottes d'herbe. On va ramener une bonne quantité de compost. Bah, vous pouvez compter un bon seau par mètre carré. Euh, et ensuite, vous allez venir pailler par au-dessus. Par exemple, le top, c'est le BRF, donc le bois ramé à fragmenté. Donc, en fait, c'est des copeaux de bois. Ça, en plus, il y a moyen d'en racheter s'il y a notamment des entreprises d'élagage près de chez vous. Euh, ben, parfois, il y a moyen d'aller racheter ce type de produit pour en plus faire de la récupération. Et alors là, ce sera plutôt une fonction pour empêcher que l'herbe ne repousse et pour vraiment garder de l'humidité en hiver. Alors, un autre point intéressant, ça va être de renforcer les défenses naturelles, notamment via de la poudre de basalte ou de la décaution prêle. Donc, c'est des éléments qui sont notamment riches en silice. Donc, la silice, c'est ce qui compose notamment la paroi des cellules végétales. Et donc, ça va un petit peu renforcer les défenses face aux champignons, etc. Alors, point suivant, les pratiques culturales raisonnées. Alors, pratiques culturelles raisonnées, bah, ça veut dire la conduite en axe central, hein, notamment, donc qui va permettre de limiter les interventions et donc de limiter les coupes, donc, et les 5 principes qui sont liés. Alors, limiter la hauteur de végétation au pied. Pourquoi? Ben, surtout dans les premières années, mais notamment avec les porte-greffes nanifiants, comme le M9 chez le pommier. Ben, lui, tout au long de sa vie, il ne faut pas qu'il y ait d'herbe à son pied. Pourquoi? Parce que les racines sont trop faibles, tout simplement.
Et donc ça, ben, on peut le faire notamment via le binage et puis en ramenant du paillage. De manière générale, on va éviter les apports d'azote excessifs. Bah, déjà parce qu'il y a des risques de contamination et de pollution des eaux de surface, mais aussi parce qu'on risque de développer une vigueur trop importante et un développement trop, et de perturber un petit peu l'équilibre de notre arbre. Donc on va plutôt faire des apports un peu plus complets, comme du compost par exemple. Alors ensuite, on va supprimer les fruits et les rameaux malades sur l'arbre en cours de saison. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a vraiment une réaction vraiment assez importante, bah, que ce soit sur les fruits ou les rameaux, bah, c'est bien d'intervenir tôt, de supprimer les fruits qui sont problématiques, comme ça, bon, on limite la maladie. Et alors, avant l'hiver, ben, idéalement, on va évacuer les fruits et les feuilles tombées vraiment dans le fond du jardin, éloigner des fruitiers en tout cas, parce qu'ils peuvent, dans certains cas, faire constituer une réserve euh, qui va, ben, notamment pour les champignons, où les spores vont rester, et qui va, ben, réensemencer l'arbre la saison suivante. Et alors, très important, pour qu'on ait un arbre bien vigoureux, en bonne santé, on va planter en novembre, plutôt, et donc du coup bien en racines nues, euh, voilà, avec des plants de qualité, idéalement un artisan greffeur, voilà, un pépiniériste de qualité, où on sait qu'il n'a pas sorti l'arbre de terre il y a trop longtemps. Donc voilà, bien respecter ces différentes pratiques culturelles. Et alors, dernier point, très important, de mettre en place des aménagements favorables à l'accueil des auxiliaires. Alors, c'est quoi un auxiliaire? Un auxiliaire, comme c'est inscrit, c'est un organisme vivant qui fournit des services écosystémiques qui permettent de faciliter la production agricole. Donc, ce sont notamment des prédateurs, des ravageurs, mais également des pollinisateurs, etc. Donc, ils vont venir réguler les prédateurs et les ravageurs les ravageurs qui vont venir se nourrir de nos fruits, par exemple, mais ils vont également venir polliniser notre arbre, donc c'est-à-dire se balader de fruitier en fruitier et permettre qu'il y ait la transformation de la fleur en fruit. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on accueille les auxiliaires? Bon, il y a plein de manières de le faire. La première, très importante, c'est la présence de haies d'espèces indigènes, donc indigènes très intéressants pour accueillir toute notre flore sauvage, notre faune sauvage surtout pour les haies, mélangées, c'est-à-dire qu'on va venir mettre plusieurs espèces différentes par petits groupes de 3-4. Et voilà, ça, il y a une présentation plutôt fin d'année qui parle de ça, donc je vais pas aller plus loin. Et juste bah, l'aubépine, vraiment à proximité des arbres fruitiers, on va éviter, même si l'aubépine, c'est magnifique, ça fait une floraison toute blanche au printemps. Voilà, c'est très beau, mais on va éviter parce que c'est l'hôte du feu bactérien, notamment. Mais voilà, vous pouvez aussi installer des bancs fleuries, voilà, faire des petits tas de bois, des pierres, installer un perchoir à rapaces, c'est bien pour les campagnols aussi, mettre des petits abris, mettre des nichoirs pour les mésanges, ça c'est super, ça c'est très intéressant pour réguler notamment le carpocap chez la pomme. Voilà, plein de manières en plus de rendre l'espace plus joli. Vous me direz que c'est subjectif et vous avez raison. Et alors, ben, du coup, vraiment, dernier recours, si vous avez tout mis en place, donc si vous avez des tas de bois, des patati patata, mais du coup, et que vous avez vraiment un gros problème, bah, d'abord on va identifier et puis on va réfléchir sur les moyens de lutte. Ok, donc d'abord identifier et puis ensuite réfléchir sur les moyens de lutte. Et alors là, quelques éléments très importants, faire appel à un professionnel sensibilisé à la lutte raisonnée, voilà, qui va pouvoir vous apporter des conseils et vous conseiller des produits intéressants, favoriser les traitements physiques plutôt et divers. Ici, c'est en cours de saison, le faire en dehors de l'activité des pollinisateurs, c'est-à-dire soit tôt le matin ou bien tard le soir, pour ne pas risquer de contaminer et de tuer les abeilles, les bourdons, les cirques, etc. Et on va favoriser plutôt la lutte biologique et ou les traitements bio. Mais attention, c'est pas parce qu'un produit est bio, qu'il y a une belle étiquette toute verte, etc., que ça n'a pas d'impact sur l'environnement. Souvent, en fait, c'est le même produit que son équivalent non bio, mais c'est juste qu'il est en concentration un peu moindre. Voilà, c'est ce qu'on observe sur pas mal de produits. Donc voilà, ça a quand même un impact.
Donc bien faire attention à utiliser ces produits avec parcimonie et bien lire les notices et respecter le dosage. Voilà, il y a une autre site, je vous renvoie aussi ici vers le site happy.be développé par l'UCL et l'ASBL Corder, c'est un super site de reconnaissance. Voilà, je vous laisse vous perdre sur ces sites. Tu peux passer au suivant. Donc voilà, si on ne s'est pas identifié, on ne lutte pas. Alors ici, au niveau des fruitiers, je vous invite, si c'est une thématique qui vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir sur le site internet de la SBL Diversifruits, qui est une super SBL qui fédère un petit peu les vergers haute tige en région wallonne. Voilà, ils recensent toutes les formations et ils ont également un annuaire de planteurs et lagueurs, c'est-à-dire que ce sont des professionnels formés à la gestion des arbres fruitiers et formés, je veux dire, à la gestion raisonnée des arbres fruitiers. Et alors, si je me rappelle bien, voilà quelques petites lectures qui ont notamment inspiré cette présentation. Ici, on a deux de Jean-Marie Lespinasse, donc, qui travaille à l'INRA en France, qui est vraiment un pionnier hein, de cette notion de conduite de l'arbre fruitier. Celui du dessus, des arbres fruitiers dans mon jardin, est plus accessible. Voilà, je vous le conseille. Il aborde une douzaine d'espèces, dont les quatre dont j'ai parlé aujourd'hui. Mais si vous êtes vraiment très intéressé et que vous voulez avoir des informations très précises et très scientifiques sur la taille, je vous invite à plutôt aller vers celui en rouge sur la gauche. Celui-là est vraiment encore plus complet. Alors, celui en dessous, ça c'est intéressant si vous avez notamment des animaux sous les arbres, hein, le pré-verger, ça c'est un système agricole magnifique. Voilà un livre très bien fait que je vous invite à aller consulter si ça vous intéresse. Et alors, j'ai encore deux petits livres. Là, c'est des productions wallonnes. Vous avez le Jardin fruitier de Marc Fassol et Marc Latteur. Marc Latteur du Centre de recherche agronomique wallon. Livre très intéressant. Et aussi une brochure, mais qui est disponible chez les artisans greffeurs et les pépiniéristes Certifruits. Vous aurez toutes les informations sur leur site internet. Et alors, c'est une petite brochure qui présente toutes les variétés certifiées dont je vous ai parlé. Et il y a également quelques conseils au début sur la plantation, la taille, etc. Mais c'est très sommaire. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolé pour les problèmes techniques. J'espère que vous avez quand même bien pu suivre l'information. Voilà, je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller observer votre jardin, de faire des essais, de voir comment l'arbre réagit, d'ajuster, etc. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Merci. Merci Bernard. Et oui, désolée, j'appuie ces excuses pour ces petits soucis de changement de slide. Merci pour votre patience et votre indulgence. J'espère que ça a été dans la seconde partie. Et voilà, vous aurez quand même tout le contenu avec toutes les slides pour revenir en arrière s'il y a une petite slide que vous avez zappée. Moi, je vais juste vous donner les quelques événements à venir par rapport à la suite du cycle de formation. Donc, en complément de la théorie qu'on a vue aujourd'hui avec Bernard, on a une visite de verger à Chaudfontaine ce samedi, donc du côté de Liège. Et c'est l'après-midi, il reste quelques places. Malheureusement, la visite 15 à Villers-la-Ville est déjà complète. Et alors, dans les autres thématiques à venir, nous avons le 11 mars une visioconférence sur les aménagements favorables à la faune sauvage et le 23 avril sur la création d'un potager et la gestion au fil des saisons. Donc ça, n'hésitez pas à aller sur le site Adalia. Je vais vous reglisser le lien avec tous les événements à venir dans le chat. Et dernière petite chose avant de passer aux questions-réponses, c'est par rapport à notre questionnaire de satisfaction. Du coup, voilà, si vous saviez prendre quelques minutes pour y répondre, je vais aussi glisser dans le chat, mais pour ça, je dois quitter la présentation pour vous l'annexer. Mais voilà, si vous pouviez prendre quelques minutes pour répondre à ce petit questionnaire par rapport à la présentation, ça nous est toujours très utile. Merci à tous. Bernard, je vais peut-être te laisser regarder peut-être les questions-réponses. Voilà. Donc voilà, en fait, on a parlé toute la soirée des arbres, mais qui étaient à la verticale. Mais les miens, ils sont à l'horizontale. Est-ce que je peux faire le même processus pour les tailler? Ils sont vraiment, donc j'ai des pommes et des poires.
et elles sont, enfin, c'est vraiment des longues tiges, tout à l'horizontale, comme ça. Est-ce que je peux faire la même taille, le même processus? Du coup, ici, j'imagine que c'est qu'ils sont fixés sur une structure, sur un mur par exemple, ou sur un fil à l'horizontale. Oui, c'est ça. Ils sont sur un fil à l'horizontale. On a acheté cette maison-ci avec ben voilà, tous ces arbres. Et donc, je suis novice dans le domaine et je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Alors, du coup, ici, il faut pas trop prendre en compte ce que j'ai raconté aujourd'hui. Ah, Parce que ici, on est plutôt sur des arbres palissés. Donc, comme oui. j'ai montré une ou deux photos, là, on voyait sur la façade, mais également après sur des fils comme ça à l'horizontale. Et en fait, ça, c'est un mode de conduite qui est un peu plus technique, c'est-à-dire que c'est plus interventionniste, vu qu'on va vraiment choisir une forme structurelle très précise à l'arbre. Ici, ils sont à l'horizontale dans votre cas, mais ils peuvent être en oblique, ou même faire des arcs, etc. Mais du coup, euh, on va vraiment intervenir très fort sur l'arbre et on n'aura pas d'axe naturel qui va guider un petit peu l'arbre et lui permettre d'atteindre un équilibre physiologique. Il va vraiment falloir intervenir, si c'est des pommiers, avec les poiriers, c'est pareil, peut-être deux fois, du coup faire une taille plutôt fin d'hiver et puis une taille en verre. Mais c'est des tailles qui sont pas les mêmes. Euh, Ici, je ne veux pas Ok. trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une taille trigème qu'on dit. Donc, c'est-à-dire que, en gros, en hiver, vous allez revenir vraiment très court, quasiment proche de votre tronc principal, pour empêcher justement que l'arbre ne s'écarte de son support. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on dit trigème? Parce que c'est euh, sur trois bourgeons, en gros. Et alors, en juillet, donc en taille en verre, là, vous allez réduire la quantité de feuilles. En fait, vous allez couper à 5-6 feuilles au-dessus de votre fruit pour limiter toute cette masse qui a poussé. Grossièrement, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a tout l'allongement qui doit être régulé aussi, parce qu'il ne faut pas laisser pousser trop vite pour qu'il y ait assez de bourgeons qui se développent. Mais voilà, ça, typiquement pour ce genre de choses, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur le site de l'ASBL Diversifruits. Et là, il y a des formations notamment axées sur les arbres palissés, Ok. où ils expliquent vraiment ces méthodes. Merci Je beaucoup. vous mettrai aussi dans le mail qu'on vous renverra, je vous mettrai un lien vers un document extrêmement intéressant qui a été fait par le centre, le CRRG. Enfin, en gros, c'est un centre de sauvegarde des variétés dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ils ont fait un travail avec notamment une association wallonne sur les poiriers palissés. Et c'est un super document qui est très intéressant, qui explique comme ça pourquoi est-ce qu'il y a des arbres palissés et comment les entretenir, parce que c'est magnifique, quoi. Et c'est aussi un patrimoine hein, sur les vieilles fermes. Si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, c'est vraiment superbe. Super. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Il y a une question par rapport au BRF. Est-ce que ça n'attire pas trop les campagnols? Si, tout à fait, c'est une très bonne remarque. Alors, les campagnols, il faut savoir que c'est probablement le premier ennemi, en tout cas en prairie, hein, en jardin un peu moins, comme on tond souvent la pelouse, mais en tout cas en prairie ou quand on laisse un peu l'herbe monter, ce qui n'est pas conseillé au pied des fruitiers, si je peux me permettre, eh bien, vous risquez d'avoir des campagnols. Et les campagnols, ils adorent les herbes hautes. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés. Mais si on vient mettre une couche de BRF au pied de notre arbre, ils pourront aussi se déplacer à l'abri des regards et donc, du coup, s'installer. Donc, ici, quand je conseille de mettre du BRF, je considère que l'arbre a été planté euh, dans une cage à campagnols. Alors, une cage à campagnols, en gros, c'est un gros cube de grillage qu'on va venir mettre dans le sol à la plantation pour protéger les racines des campagnols, en tout cas les premières années. Après, le métal se corrode et se laisse aller, mais et alors, c'est vraiment une grosse cage qu'on va venir mettre dans le sol et puis refermer à la surface du sol autour du tronc pour empêcher les campagnols de rentrer. Et donc, à ce moment-là, du coup, les premières années, il n'y a pas de souci de venir mettre du BRF. Petit détail aussi, quand vous mettez une cage à campagnols, faites attention, quand vous faites du binage, de ne pas venir biner votre cage à campagnols.
Euh, c'est des choses qui arrivent. Alors, une autre question sur l'utilité de traiter les troncs à la chaux ou pas. Ah, c'est discuté. Il y a plusieurs écoles pour les traitements à la chaux sur le tronc, parce que effectivement, ça peut venir nuire à des ravageurs qui se cacheraient sur les petites anfractuosités de l'écorce, etc. Mais en tout cas, chez les jeunes arbres, ben, il y a aussi un risque ben, que le tronc ne s'habitue pas en fait au, à la, au soleil en fait. Et donc du coup, une fois qu'on ne met plus de chaud, ben, du coup, qu'il soit un petit peu violenté par les coups de soleil, et donc du coup qu'au final ce soit plus néfaste et que ça abîme son écorce quand on ne met plus de chaud. Donc moi je vous avoue des différents retours que j'ai eus de personnes vraiment plus avisées sur le sujet, je ne conseillerais pas d'en mettre pour ne pas prendre de risques. Et parce que ça prend beaucoup de temps, etc., du produit, etc. Donc voilà, j'irais plutôt sur les options d'aménagement aux alentours du verger pour, euh, pour prévenir les infestations. Et que penses-tu des cendres de bois? Alors, les cendres de bois, c'est très bien, c'est un des meilleurs engrais, hein. Il manque un seul élément, un seul micro. Enfin, c'est un engrais très complet, quasiment totalement complet. Oui, c'est intéressant, mais encore une fois, avec parcimonie, quoi. Il faut pas en amener trop, parce que vous risquez encore une fois d'amener également enfin d'enrichir trop fort le sol et donc du coup de perturber l'équilibre de la rente. C'est pour ça que voilà une petite analyse de sol à la plantation, mais aussi voilà en cours de route ou si arrivez sur le terrain, ça permet un petit peu de jauger tous les voilà les niveaux de d'azote, potassium, magnésium, etc. pour un petit peu ajuster. Mais voilà, c'est un très bon engrais, ça vous avez totalement raison, mais à utiliser avec parcimonie et idéalement en connaissance de cause. Et surtout pas dans le sol à la plantation, toujours en surface. La remarque de Bioteam 11, effectivement, il y a eu une Diversifruit a fait un document très intéressant et une journée sur l'usage des badigeons. Et donc les badigeons, c'est bien tous des produits qui enduisent le tronc. Donc c'est pas que le chaulage, hein, c'est pas que de la chaux, mais on peut mettre toute une gamme de produits en fait sur le tronc. Et effectivement, il y a des documents intéressants. N'hésitez pas à aller vous perdre sur leur site. Merci pour ce commentaire. Il y avait des questions par rapport aux gourmands. Est-ce qu'on peut quand même les couper aussi en février? Oui, parce qu'en fait, si vous les coupez en février, ça veut dire que vous n'êtes pas passé en juillet. Bon, c'est pas grave, ça arrive, et parfois on en loupe un ou on n'est pas là en juillet, etc. Donc oui, mais ça veut dire que vous n'êtes pas passé. Donc l'idéal, c'est de passer en cours de saison et de les arracher, comme je disais. Mais si vous ne l'avez pas fait, bah, du coup, vous avez coupé en hiver. Quel est le risque? Bah, c'est que à l'endroit où vous avez coupé, un des petits bourgeons à la base de la coupe repercent et viennent refaire en fait un nouveau gourmand, ou même plusieurs, 3, 4, 5, même parfois plein de gourmands à cet endroit-là. Et donc, du coup, bah, ce qu'il faut faire, c'est repasser en juillet et arracher tous ces petits gourmands. Et alors là, normalement, vous serez quitte. Une personne qui a malheureusement raccourci l'axe général parce qu'on lui avait conseillé une autre approche et donc elle dit qu'elle est un peu confuse et elle sait pas trop quoi faire du coup. Est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui ont taillé cet axe principal? Oui. Ça dépend, enfin, ça dépend de l'âge, de la taille de l'arbre, de l'espèce, enfin, ça dépend de beaucoup de choses et j'ai envie de dire, ça dépend surtout de comment l'arbre a réagi. Mais s'il est assez jeune dans le sens, s'il a moins de 5 10 ans, enfin, c'est très approximatif ce que je dis, hein, c'est parce que je vois pas l'arbre, donc j'ai pas envie de raconter des âneries non plus, mais moi, je pars du principe que ça reste des arbres assez modulables, en tout cas surtout pommes.
pomme poire, prune cerise un peu moins, mais en tout cas, si c'est un pommier ou un poirier, c'est surtout un pommier, ça se tente carrément. Bah, il va falloir venir en hiver. Du coup, quand on fait des grosses interventions comme ça, c'est jamais en été, là c'est bien en hiver. Venir resélectionner un axe. Et du coup, ben, si ça fait plusieurs années que vous avez fait ça, bah, du coup, il faudra peut-être le faire progressivement, hein, si vous avez plusieurs comme ça, axes en parallèle. Euh, donc voilà, y aller progressivement, mais oui, c'est possible, si l'arbre n'est pas trop vieux, voilà, entre guillemets, vous avez perdu quelques années, mais c'est totalement possible. Et je préconise de revenir comme ça sur cet axe. Ça permettra après de vraiment avoir une forme plus naturelle et mieux gérable que si vous avez plusieurs axes en parallèle. C'est vraiment pas facile à gérer, surtout pour un particulier. Il y a une personne qui demande Euh, si les explications que tu as données sur la taille des pommiers peuvent aussi s'appliquer aux fruitiers à noyaux. alors, il y a des petits ajustements. Oui, c'est possible. Enfin, en tout cas, sur les quatre que je vous ai dit, donc pomme, poire, prune, cerise, je vais dire les quatre peuvent être arqués. C'est faisable. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est que surtout pour le poirier, il ne faut pas descendre en dessous de l'horizontale. Pourquoi? Parce que le poirier, lui, au niveau de la courbure de votre branche, si vous descendez en dessous de l'horizontale, il va vraiment plus du tout pousser à l'extrémité, pas faire du fruit comme on aimerait bien qu'il fasse et ce qu'il fait chez les autres espèces, mais lui, il va vraiment faire des rejets très vigoureux sur la branche, et donc du coup, ça va pas trop nous servir. Donc c'est mieux de l'arquer, mais un peu moins fort. Sinon, les autres, oui, grossièrement, ils peuvent suivre ce mode de conduite. Et si ça vous intéresse, ça c'est vraiment dans les livres de Jean-Marie Lespinasse, donc de l'INRA, où il développe vraiment bien cette méthode d'Arcure. Franchement, c'est vraiment passionnant à lire. Donc voilà, si cet aspect-là vous intéresse, je vous renvoie vers les livres de Jean-Marie Lespinasse et aussi des autres co-auteurs, hein. Il n'écrit pas ça tout seul, bien entendu. Enfin, il aurait pu, mais dans ce cas-ci. Alors là, je vois une question de Laura. Concernant votre réponse sur les gourmands à couper en février, vaut-il mieux alors attendre juillet pour faire une seule coupe des gourmands? Non, c'est mieux d'intervenir le plus rapidement possible. Et ça, c'est comme les rejets sous la greffe, sous le point de greffe. Ça, vaut mieux agir en hiver si vous les voyez en hiver. Plutôt fin d'hiver, hein, pas au cœur de l'hiver, et surtout pas en automne. Alors pourquoi est-ce qu'il faut surtout pas tailler en automne? Parce que c'est la période de sporulation des champignons. Du coup, c'est le meilleur moment si vous voulez que votre arbre risque d'être infecté par un champignon. Donc, ne jamais tailler en automne, mais bien tailler fin d'hiver. Ok, je vous conseille du coup pour les gourmands de tailler fin d'hiver et puis de revenir en juillet et juste arracher les petits trucs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si c'est un gourmand qui a plus d'un an, enfin qui n'est pas de l'année de végétation en cours, mais en fait il risque d'être gros, vu que par nature c'est un gourmand et qu'il est vigoureux et gros. Et du coup, bah, vous saurez peut-être pas l'arracher en fait physiquement, vous risqueriez d'arracher vraiment une grosse partie d'écorce avec, vous allez vraiment devoir tirer fort. Alors que si vous le coupez en février, bah, du coup vous reviendrez en juillet et là ce sera un des plus petits gourmands que vous pouvez arracher facilement. Alors, je vois une question sur les références pour les livres. Oui, ils sont dans le PowerPoint qui vous sera envoyé par Julie la semaine prochaine. Une question, tout à l'heure, tu parlais des composts, enfin, du compost à mettre à la base pour enrichir le sol. Est-ce que tu recommandes aussi le fumier? Oui, le fumier, c'est un très bon engrais. Euh, oui, c'est un très bon engrais. Bon, le fumier, il faut jamais le mettre dans le sol, jamais au contact des racines. Et alors, si vous le mettez en surface, euh, évitez le contact du tronc. Enfin, ça, c'est avec n'importe quoi, hein. Même si vous venez mettre du BRF ou du compost, il faut toujours bien dégager le tronc pour qu'il soit bien aéré et que vous n'ayez pas de risque d'accumulation d'humidité au niveau du tronc.
et le fumier encore plus particulièrement. Mais oui, oui, c'est un engrais intéressant. Encore une fois, faut voir si votre sol en a besoin, quoi. Le compost, ce qui est intéressant, c'est que ça va être un engrais moins riche que votre fumier, bien entendu, mais ça va être aussi un amendement. Vous avez vraiment deux éléments. Les engrais, c'est ce qui va améliorer la richesse chimique de votre sol, c'est-à-dire ça va apporter de l'azote, du potassium, magnésium, etc. Et alors, l'amendement, il va améliorer la structure physique, c'est-à-dire qu'il va améliorer la porosité de votre sol, une meilleure rétention en eau, mais aussi un meilleur drainage, etc. Et alors, le compost, donc c'est-à-dire une matière organique déjà bien végétale, déjà bien décomposée, mais ça va améliorer les deux. Ça va avoir et un effet chimique et un effet physique. C'est pour ça que je préconise souvent d'amener du compost parce que ça va vraiment améliorer la structure physique de votre sol également. Alors, attention à ne pas laisser en place les cordes posées pour l'arcure, car risque d'étrangler la branche. Tout à fait, ce sont des remarques très intéressantes. Merci, la Bioteam 11. Donc oui, effectivement, en fait, vous allez voir, suite à la racure, vous allez très vite avoir des fruits qui vont arriver. Et donc, en fait, les fruits vont faire le travail, ils vont amener du poids et vont faire que votre branche, elle reste arquée. Ok, donc effectivement, n'oubliez pas d'enlever ces cordes et de bien les ramasser, effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Écrit, la base des troncs est protégée par un plastique. Est-ce bon pour l'arbre? Protection contre les rongeurs d'écorce. Oui, protéger la base des troncs, c'est une bonne idée d'un plastique pour les rongeurs, effectivement, surtout si vous êtes dans un endroit où vous en observez, où vous savez qu'il y a la présence de lièvres notamment. Mais c'est aussi intéressant pour protéger de la débroussailleuse. Voilà, si vous venez nettoyer votre arbre, que ce soit avec une débroussailleuse ou même autre chose qui vienne cogner votre arbre, bah, ça fait une petite protection. Donc ça, oui. Mais encore une fois, faire attention à quand le tronc grossit, que ça ne gêne pas le tronc. Euh, et alors aussi, au moins une fois par an, bah, bien passer sa main derrière, bien nettoyer, et vérifier que c'est pas un refuge à ravageurs. Si vous voyez des perce-oreilles, laissez-les bien, c'est super intéressant comme auxiliaire. Bon, je vois qu'il y en a qui partent petit à petit, hein, n'hésitez pas à y aller si vous devez y aller. Bonne soirée à ceux qui nous quittent. Mais je peux encore répondre à quelques questions. Euh, Armure à faire aussi pour ceux qui ont des rosiers. Euh, Sûr. oui, je ne vois pas trop dans quel sens. Il faut se protéger soi-même. Ça, c'est tout à fait, je suis d'accord. Ah oui, Arcure, pardon. Pardon, Sûr, pardon, je oui, n'avais pas vu le j'accueille. message en dessous. Corriger après. Ah bah voilà, Arcure pour les rosiers. Bah voilà, je ne l'ai jamais vu sur rosier, mais merci pour la remarque. J'essaierai. Alors, Antonia, par rapport aux herbes hautes qui poussent tout autour du tronc, pourriez-vous réexpliquer pourquoi c'est important de soit pailler ou faucher? Nous avons des protections pour que les moutons ne rongent pas les troncs, donc c'est un peu compliqué à faire également. Alors, pour les herbes hautes, euh, il est conseillé, enfin, l'idéal, c'est d'avoir une herbe rase autour des arbres fruitiers, que ce soit autour, mais aussi au pied de l'arbre, et particulièrement au pied de l'arbre. Pourquoi? Parce que qui dit herbe haute dit risque d'installation du campagnol, tout simplement. Aussi, les premières années, c'est une compétition pour l'eau. Les premières années, mais aussi toute la vie de l'arbre pour les bastiges. Mais c'est surtout pour le risque d'installation du campagnol. Donc, du coup, il y a deux options pour vous. La première option, c'est de relever un petit peu la protection que vous avez mis autour du tronc de vos arbres pour permettre à vos moutons de venir brouter jusqu'au pied de l'arbre, quitte à mettre vraiment une petite gaine en plastique juste sur le tronc. Ou bien alors aller plusieurs fois par an à la main arracher les herbes au pied de l'arbre. Et ça, je vous conseille très fort de le faire et particulièrement si vous n'avez pas mis de cage à campagnol. Là, il faut absolument le faire parce qu'une fois qu'il y a du campagnol, malheureusement, c'est un risque de dépérissement de notre arbre. Alors, pour les fruitiers colonnaires, les fruitiers
colonaires, c'est encore une fois des fruitiers assez particuliers sur lesquels on va avoir des méthodes de taille différentes. Donc non, c'est pas pareil. Ça va être un peu comme les arbres palissés où on va venir vraiment se rapprocher du tronc pour garder cet aspect colonnaire. Donc du coup, ce sera encore voilà, une espèce de taille trigème, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Un noyer. Alors les noyers, ils n'aiment pas trop être taillés. Les noyers, on dit que quand on les taille, je veux dire plutôt vraiment quand ils sont tout jeunes, c'est en septembre. Pourquoi? Parce que le noyer, on dit que les noyers, ils pleurent, ça s'écoule beaucoup hein, quand on taille un noyer. Donc en fait, ça le fragilise hein, parce que c'est tout de l'eau qui perd avec des nutriments, etc. Donc c'est en septembre que ça se taille et ça ne se taille pas trop. Idéalement, on essaye de pas trop le tailler le long. Les cognacés, semblables aux pommiers. Cognacier. Non, cognacier, c'est un peu différent. Euh, Cognacier, non, c'est un peu différent. Euh, Ça, je vous propose, je n'ai plus trop les recommandations en tête, donc j'ai pas envie de dire d'ânerie. Euh, euh, mais ce que je vous conseille, c'est le livre de Les fruitiers au jardin. Le premier qui est dans la liste que j'ai présentée au-dessus, de Jean-Marie Lespinasse. Le cognacier est dans les espèces qui prend en compte et là je l'ai sous les yeux ici à côté de moi. Mais encore une fois, ouais, encore une fois, il va venir aussi un peu arquer les branches. Ouais, il aime bien arquer, hein. Il aime bien arquer, Monsieur Lespinasse. Et il a bien raison parce que ça fait moins de plaies sur l'arbre. Ah, encore une dernière. Allez, utilité d'un cicatrice sur la coupe. Non, il ne faut pas en mettre. Ça peut éventuellement être utile à partir de une dizaine de centimètres, c'est-à-dire des coupes vraiment grandes. En dessous de ça, on ne met rien sur la coupe. Elle va se refermer toute seule. Enfin, en tout cas, on l'espère. Si elle est bien rigoureuse, ça va se fermer tout seul. J'avais vu un peu plus haut dans le chat, effectivement, il y a des risques en fait de garder l'humidité sur un cicatrisant, un baume ou n'importe quoi. Donc non, on ne met rien. Éventuellement sur les très grosses plaies, mais avec tout ce que je vous ai raconté, normalement, vous n'aurez pas à couper de grosses plaies. Eh bien, une très bonne soirée à tous. Merci. Merci à tous. Bonne soirée et à bientôt.